Je mets également mensuellement 140 € pour FWU. Un truc qui me chagrine avec ton FWU parce que en fait FWU pour moi ils ont fait faillite. FWU, donc je ne sais pas si tu es au courant, mais ton assureur en fait a fait faillite. Ça m'embête de te l'apprendre, j'espère que tu vas pas l'apprendre sur YouTube. Donc là tu vois il y a 30 000 contrats qui sont concernés quand même, donc c'est pas rien. Donc pour l'instant les fonds sont bloqués pour 6 mois minimum, donc pénible. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va regarder le profil d'un investisseur débutant qui travaille au Luxembourg. C'est parti. Du coup, notre débutant, patrimoine brut, patrimoine net, 67 000 €. Beaucoup de cash sur des livrets, 40 000 €, donc 61%, c'est énorme. Peut-être qu'il y a un projet immobilier en cours. 16 000 € sur des actions et des fonds. Du crowdfunding à hauteur de 3 500 €. Un peu de crypto et un peu de compte bancaire. Français de 26 ans, je réside en France. Développeur full stack au Luxembourg. Salaire brut, environ 3-4 000 € par mois. Alors j'ai aucune idée du salaire moyen, on va dire salaire d'un développeur au Luxembourg. Je pense que c'est quand même beaucoup plus élevé en France. Ouais, 3 000. Et si on regarde juste salaire moyen Luxembourg, ouais, c'est pas mal. 50% de plus qu'en France. Sachant qu'en plus on peut vivre littéralement pas très loin de la France. Hein. C'est quand même un énorme avantage. Il y a beaucoup de gens qui habitent vers Metz, tout ça, qui travaillent au Luxembourg. Là vous voyez, bon après je pense que c'est la route pour aller de Metz à Luxembourg, elle doit être bouchée à peu près tous les matins, mais le coût de la vie est beaucoup plus bas et on a des salaires qui peuvent être au niveau de la Suisse, donc vraiment ça peut être un très bon plan. J'ai une voiture de société, pas de frais de véhicule ni d'essence, loyer mensuel de 600 €, donc clairement tu vis en France, c'est ce que tu nous dis d'ailleurs. J'aimerais avoir des placements stables sur le long terme pour pouvoir avoir une liberté financière sans salariat, 2500 € par mois. Alors déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans cette phrase? J'aimerais avoir des placements stables pour avoir une liberté financière. Ça marche pas. Si tu veux avoir des placements stables, en fait tu n'auras pas de liberté financière, c'est juste un fait parce que tu ne vas pas générer assez de performance pour battre l'inflation, donc tu ne vas pas faire croître ton capital. Donc il va falloir prendre du risque si tu veux de l'indépendance financière, ou alors il va falloir accepter qu'il faudra toujours avoir un complément de revenus en travaillant. Stratégie, on va regarder ton cash flow tout de suite, tu nous l'as mis là, donc tu as ton salaire qui rentre, tu épargnes 40%, donc très gros taux d'épargne. On me demande souvent ce que c'est un bon taux d'épargne. Le taux d'épargne moyen des Français c'est 16%. Moi je considère que à partir de 16% en réalité c'est déjà très bien. Et après tout ce qui est au-dessus c'est du bonus. Hein. Si vous pouvez faire du 50%, allez-y. N'allez simplement pas vous priver, puisque après c'est un peu l'effet boomerang. Si on se prive pendant plusieurs mois, à un moment on pète un plomb et on a du mal à tenir sur le long terme. Donc le but c'est d'être à l'aise et de pas trop réfléchir à son taux d'épargne, de vraiment avoir quelque chose qui tient la route. Action et ETF, 600 €, assurance vie 300 € et crypto 200 €, donc ok, plutôt équilibré. Action et ETF, j'imagine que c'est via un PEA, on va regarder quand même. Ensuite, loyer et charges 600 €, donc pas super cher. Et le reste, vie quotidienne, 50 € de courses par mois. Alors, je sais pas comment tu fais, ça fait un budget course de moins de 13 € par semaine, moins même. Donc bon, 12,50 € par semaine, c'est pas énorme, ça va vraiment pas être très cher, Metz. Les abonnements, Finari et Internet téléphone, il n'y a pas grand chose. Casanier plus No Live 10 €, ok, donc tu sors jamais en gros, ça marche. Par contre on voit que tu as quand même une grosse capacité encore, enfin, tu vois, tu pourrais encore, tu as 992 € qui sont pas alloués, donc là ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça fait quelques années que je tente d'investir progressivement, mais je ne pense ne pas avoir fait les bons choix. On va regarder, j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'overlap de certaines actions dans mes ETF, j'ai l'impression que je sous-performe tout le temps, je n'ai pas l'impression d'avoir gagné réellement de l'argent, je n'ai pas de règles d'investissement bien définies, parfois je peux placer 2000 € dans un mois et 500 € le mois suivant. Ok, t'as pas de système en gros, pas de système, enfin t'as pas d'allocation et t'as pas de système pour investir. Ça se change assez facilement. PEL, rendement de 2%, je trouve ça ridicule, je me demande s'il est pertinent de le clôturer pour investir ailleurs. Spoiler, oui. Fonds garanti, j'ai un fonds garanti, je pense que c'est un fonds euro, à 5% par an qui verse des intérêts journaliers, mais les frais sont assez élevés. C'est bizarre, on va regarder ce que c'est clairement pas un fonds euro. Assurance vie, qui est important, 5% par an si t'as si c'est après net de frais, je vais dire c'est pas mal, hein, c'est vraiment beaucoup pour le coup. Assurance vie luxembourgeois chez FWU et foyer, je mets mensuellement 140 € pour foyer, capital at work foyer, ok, donc ça c'est quoi comme fonds? On va regarder, à mon avis c'est un fonds actif. Donc, comment on voit typiquement les frais? Vous allez là et vous voyez frais de gestion annuels, 1,32. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les frais courants parce que c'est ce qu'on constate. En fait, ça, c'est les frais moyens constatés sur les 12 derniers mois ou sur la dernière période, enfin sur la dernière année complète, dernier exercice. Donc 1,32, c'est un fonds actif. Qu'est-ce qu'il fait comme performance? Est-ce qu'il sous-performe? Eh bien oui, il sous-performe évidemment. Donc là, vous le voyez, il est en rouge. La catégorie, elle est là. Donc ça, c'est l'indice. C'est pas exactement le... Si, c'est son indice. Donc
il sous-performe son benchmark. De combien Bon là malheureusement on a que la performance annuelle, mais en tout cas il y a un gros gap quand même, hein. Là le trou s'est creusé et on voit qu'il y a, là on est à 2500 et on est à 3000, donc en gros il y a 25% de différence. C'est énorme. Bah en fait première réponse, pourquoi tu sous-performes? Parce que tu prends des fonds actifs, donc ça c'est déjà pas une super idée à mon avis. Là tu pourrais mettre des ETF, les assureurs luxembourgeois sont capables de mettre des ETF, ils sont capables de mettre beaucoup plus de choses, d'ailleurs du private equity, on peut faire plein de choses. Je mets également mensuellement 140 € pour FWU. Un truc qui me chagrine avec ton FWU parce que en fait FWU pour moi ils ont fait faillite. FWU, donc je ne sais pas si tu es au courant, mais ton assureur en fait a fait faillite. Ça m'embête de te l'apprendre, j'espère que tu vas pas l'apprendre sur YouTube, ça a quand même dû recevoir de la communication, c'est bizarre. Voilà, ils sont déclarés insolvables et je pense que si tu regardes ce que fait l'ACPR, bah, ils ont publié une notice. Donc l'ACPR c'est le régulateur prudentiel, donc c'est le régulateur des assureurs et des banques. C'est pas celui qui régule FWU, mais c'est mais en fait le régulateur luxembourgeois a probablement contacté le régulateur français pour l'informer de ce qui se passait. Et donc là on voit qu'il y a le fameux, les fonds sont bloqués. Donc là tu vois il y a 30 000 contrats qui sont concernés quand même, donc c'est pas rien. Et qu'est-ce qui se passe? Donc pour l'instant les fonds sont bloqués. Pour 6 mois minimum, donc pénible. La bonne nouvelle c'est que tu as le triangle de sécurité luxembourgeois qui va se mettre en place et donc les fonds sont chez un dépositaire et non pas sur le bilan de l'assureur. Donc si l'assureur fait faillite, en réalité les fonds, enfin les actifs eux sont chez le dépositaire qui lui n'a pas fait faillite. Par contre l'argent est bloqué. Si vous vous demandez ce qui se passe quand votre banque fait faillite, quand votre assureur fait faillite, quand votre courtier fait faillite, je fais une vidéo sur le sujet, je vous la mets là, vous verrez qu'il y a des mécanismes de protection, mais comme ici, t'es quand même bloqué, même si en soi a priori tu ne vas pas perdre d'argent. C'est quand même très désagréable d'avoir cet argent bloqué. Donc j'espère ne pas te l'avoir appris, mais ça montre l'importance de choisir un excellent assureur et un assureur un assureur de premier rang, quelqu'un qui a vraiment de la surface, quoi. Parce que là il faut arrêter de contribuer. Alors je pense que tu peux même plus contribuer, à mon avis c'est obligatoire. Et ce qui est très bizarre c'est que tu me dis je ne sais pas vraiment à quoi cela correspond. Donc en fait tu mets de l'argent dans un fonds que tu ne comprends pas. Donc on va aller voir tout de suite ton portefeuille. Tu l'as plus, en tout cas je le vois pas. Mais tu vois je ne sais pas ce qui est forward flow equity. Bon, je pense que c'est des fonds quantitatifs, mais ça résume bien en fait. Le problème, c'est que tu me dis, j'ai pas de stratégie, après tu me dis, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Donc, forcément, là, t'as littéralement un fonds actif, donc forcément que tu sous-performes. Là, t'as un fonds, tu sais même pas ce que c'est. Et en plus, l'assureur est en faillite. Donc, c'est un peu le coup dur. C'est pas grave, tu vas pouvoir rattraper le coup, mais il faut arbitrer là. Il faut arbitrer sur le contrat à foyer, il faut aller sur des ETF. Ça sert à rien de rester dans ce fonds qui sous-performe et qui est cher. Là, il faut récupérer les avoirs. Une fois que ça sera bon, ça t'as pas la main, malheureusement. Il faudra les bouger sur ton PEA, je te recommande, parce que ton PEA actuellement il est à 1600 €. Donc t'as vachement de place encore. D'ailleurs j'enchaîne, je saute un peu du coq à l'âne, mais vu que je suis sur ta section bourse, je vois que t'as un CTO Revolut avec 15 000 € dedans, mais que t'as un plan d'épargne action avec 1600 € dedans. Très dommage. En plus t'as des actions européennes, t'as Stellantis, t'as Total. En plus t'as acheté l'ADR de Total. Donc ça je suis pas sûr de comprendre pourquoi. T'as acheté en fait la représentation, l'équivalent américain de l'action Total, qui est une action française, alors que tu pourrais acheter juste l'action française en euros. Là tu t'es exposé au dollar sur une société française. Donc très bizarre, j'aurais pas fait ça parce que tu ajoutes un risque de change qui sert à rien. Et surtout cette société tu peux la détenir via ton PEA et pas payer d'impôt sur le revenu et juste payer les contributions sociales. Donc un peu bizarre. Donc là clairement ce qu'il faut faire c'est qu'il faut arrêter de contribuer sur le CTO et faut contribuer juste sur le PEA en réalité, parce que tu as de la marge, tu peux monter à 150 000 € d'apport, donc très très large. D'ailleurs je pense que c'est une question que tu vas me poser. Je retirer quelques actions afin d'éviter certains doublons. C'est absolument pas le sujet je pense, les doublons dans ton cas. C'est juste que là c'est sur la mauvaise enveloppe. Alors évidemment tu as du doublon entre Microsoft, toutes ces sociétés, en réalité il faudrait checker, mais la majorité de ces sociétés elles sont toutes dans le MSCI World, mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est que le CTO c'est un très bon outil pour faire du stock picking sur les actions américaines. Le PEA est un excellent outil pour faire de l'investissement long terme sur des ETF. Donc à mon sens la bonne chose ici à faire serait, si tu as envie de garder ce CTO, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, à minima effectivement de vendre l'ETF MSCI World et d'arbitrer et de soit retirer les fonds. Attention, vu que tu es en plus-value, il me semble. Ouais, tu es en plus-value, donc tu paieras la flat tax, donc tu paieras 30% tu paieras à peu près 150 € d'impôts, donc c'est pas non plus la mort, mais tu paieras a priori des impôts sur cet arbitrage-là, mais derrière de réorienter les fonds vers le PEA, ou pour le coup, je ne ferai que des ETF. Tu as décidé de faire du S&P 500,
très bien. Tu as décidé de faire du emerging markets. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je suis pas hyper fan de l'emerging markets qui sous-performe de façon vraiment catastrophique tous les marchés développés. Alors certains vont me dire ça finira bien par remonter. Bah non, en fait, il n'y a pas d'obligation. En tout cas, en ce moment, il y a vraiment une prime au marché développé. Et après, tu as décidé d'acheter des titres. Bon, les valeurs bancaires, ça sous-performe le marché de façon absolument catastrophique sur le long terme. Air Liquide, ça, c'est une très belle valeur. Mais je suis pas sûr que vu que la question que tu te poses, c'est vraiment de mettre en place un système, je ferai pas du stock picking en fait sur le PEA. Donc pour résumer, et pour répondre, je pense, à plusieurs questions d'un coup, le bon point de départ, c'est de te dire, tu vas flécher le même montant tous les mois vers ton PEA. Donc tu l'as déjà, 600 €, c'est très bien. Donc tu dis 600 €, tu fais un virement automatique que tu mets en place depuis ta banque. Tu touches ton salaire, je sais pas, le premier du mois, ou peu importe, le premier. Le 2, tu fais un virement automatique de 600 € de ta banque vers ton PEA. Donc les fonds vont arriver dans ton PEA. Et après, bah là, tu vas passer un ordre. Malheureusement, tu peux pas automatiser cette partie parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de fractionnement des actions, enfin des titres sur le PEA, donc il n'y a pas de DCA. Et donc tu achètes un ETF, je pense. Ça sert à rien d'en acheter deux. Moi, j'achèterais du S&P 500 ici dans ton cas et je ne ferai que ça. Et en plus, c'est un ETF accumulant, donc il capitalise, tu n'as pas à réinvestir les dividendes. Côté CTO, bah tu contribues plus parce qu'en fait, ça ne sert à rien actuellement. C'est vraiment une enveloppe où tu payes 40% d'impôts en plus, donc je ne vois pas du tout l'intérêt. Je ferais même l'inverse, j'arbitrerais en enlevant à minima l'ETF et je resterais purement en stock picking, en investissant dans des boîtes qui te plaisent et comme ça, tu n'auras plus cette problématique de d'overlap, mais qui encore une fois n'est pas vraiment le sujet pour toi. Le sujet pour toi, c'est de mettre en place ton système d'abord. L'assurance du luxembourgeois, on en a déjà parlé. Bon, évidemment, les fonds gelés, ça, faut que tu les récupères. Et l'autre, l'assurance chez Foyer, bah, faut arbitrer vers des ETF. Et si tu peux pas, bah, tu fermes le contrat et tu rapatries sur le PEA et c'est pas très grave. Du coup, est-ce une bonne chose de favoriser la bourse à la crypto? Bah oui, c'est beaucoup moins volatile, donc forcément, vu que tu débutes dans l'investissement, ça me choque pas. Bon, t'es investi dans plein de choses, mais ton portefeuille est quand même principalement sur BNB, Bitcoin, Ethereum. Bon, ça me choque pas en soi, hein, comme tu vois, comme répartition, c'est pas complètement délirant. Vu les montants, tu pourrais t'acheter un ledger et transférer les cryptos dessus pour les sécuriser, ou n'importe quel hardware wallet, ou utiliser un MetaMask aussi, mais je pense que ça vaudrait le coup de sécuriser avec ton propre wallet. Mes placements sont-ils corrects? Est-ce une bonne performance? Bah, le livret, non. Mais en fait, tu peux pas avoir beaucoup plus. D'ailleurs, je me demande ce que c'est comme livret, là, le 33 000 €. Mais je pense pas que ça peut pas être un livret A parce qu'il est capé à 22 000. Alors, non, c'est impossible. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que c'est le LEP. Le LEP, bah, le taux, tu nous l'as dit, c'est 2%. Donc, en fait, là, tu as un arbitrage vraiment cadeau à faire. C'est d'arbitrer de ton LEP vers ton livret A. Mais instantanément, en fait, tu vas passer de 2 à 3,25, je sais plus, le taux du livret A, à 3%. Tu vas passer à 3%. Tu vas augmenter de 50% ton taux en un clic. Pas mal, franchement, en bonne renta. T'es capé, donc tu vas pas pouvoir tout mettre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux faire un LDD qui lui aussi est à 3%. Le vrai problème ici, c'est pas c'est que ça va être mieux et en plus tu paieras pas d'impôt dessus sur ces deux livrets. Le vrai problème, c'est que c'est pas ça qui va te permettre d'être indépendant. Si tu veux être indépendant, il faut investir dans des actifs un peu plus risqués comme les actions ou comme les ETF. Donc c'est à toi de savoir si tu es prêt à investir plus, mais sans ça va être compliqué. Après, tu me demandes si ta performance est bonne, bah on peut regarder, on peut comparer au MSCI World par exemple, et ta performance, elle est pas si mal au final, tu vois. T'es pas super loin du MSCI World. T'es derrière quand même, mais t'es pas non plus dans les choux complets. On voit que ton portefeuille était en grande difficulté, là il va beaucoup mieux, mais t'es pas dans les choux complets. Donc pourquoi pas, à la limite. Ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile de battre le MSCI World, et là, si t'as déjà du mal sur une période aussi courte, je pense que sur le long terme, ça sera quasiment impossible. Et ça, tu le sais, et tu l'as vu avec le fonds que t'as sur l'assurance luxembourgeoise, les professionnels n'y arrivent pas. Dois-je détruire mon PEL? Bon, ça on en a parlé. Dois-je retirer les ETF? On en a parlé. Que puis-je améliorer? Bon, là, je pense qu'il y a aussi un truc de mindset. T'as une super situation. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir ta situation. Super situation. T'as conscience qu'il faut investir, c'est juste que t'es un peu perdu. Donc, en fait, t'es à tout proche de mettre du propre là-dedans. Tu fais les arbitrages entre le LEP, livret A et LDD. Tu fais les arbitrages entre le CTO et le PEA. Tu cleans ton PEA pour faire que des ETF. Tu t'occupes de ton assurance vie luxembourgeoise et rouler jeunesse. Tu vois, t'as pas besoin de faire du crowdlending. Alors, je sais pas ce que Tokimo, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je connaissais pas, donc je suis allé voir sur la communauté. D'ailleurs, c'est assez sympa si vous voulez un avis. Il y a une section qui s'appelle avis de la communauté. Vous pouvez voir, je sais pas, Boléro Musique, je crois que c'est pour acheter des droits d'auteur ou quelque chose comme ça. Et bien là, vous avez des avis de gens qui sont des vrais clients, qui aiment pas, mais au moins ils vous donnent un avis, ils ont rien en avant, tu vois. Il y a même quelqu'un qui dit, bah voilà, il y a des concurrents, etc. Tu peux aller voir. Ça, c'est vraiment trop bien. Et donc sur Tokimo, je sais pas, ça a l'air plutôt moyen, quoi. Il y a pas de consensus. Crypto, on en a parlé. Achète-toi un ledger, et moi je ferais plutôt Bitcoin, Ethereum simple plutôt que de faire du BNB. Les comptes bancaires, là ça sert à rien d'avoir autant de cash. D'ailleurs, on voit que t'avais beaucoup de cash à un moment, t'as quand même arbitré vers un livret, ça c'est bien. Mais
dans l'ensemble, en fait, on le voit très bien dans ta répartition patrimoniale. Il y a beaucoup trop de cash. Donc, à quoi servent ces 40 000 euros? Tu nous as dit, tu dépenses quasiment rien. Tu dépenses 50 euros en courses par mois, 12,50 € par semaine. Donc, je pense que tu peux te permettre d'investir un petit peu plus et tu peux te permettre de mettre au travail ces liquidités. Donc, peut-être, je sais pas, la moitié, tu peux les investir sur 12 mois. Donc, tu prends 20 000 euros et tu divises par 12. Et chaque mois, tu vas acheter un peu d'ETF sur ton PEA pour commencer à prendre du risque. Et la réalité, c'est que ta performance sera la même que le marché si tu achètes des ETF. Donc, tu auras exactement la même performance, moins les frais. Et vu que les frais sont super bas, tu auras une performance quasi identique au marché. Donc, il n'y aura pas de sujet de est-ce que ma performance est bonne ou pas. Tu auras le marché. Quand le marché aura fait x2 en 10 ans, tu auras fait x2 aussi. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, tu es sur la bonne voie, tu as une super situation. Il faut juste faire un peu le tri. J'espère que ça t'a aidé de voir ça. J'espère que ça vous a aidé aussi de voir qu'on peut avoir une bonne situation, faire des petites erreurs, mais que c'est pas grave au final, qu'il y a quelques petits ajustements vont permettre de retourner sur la bonne voie. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous postulez, le lien est dans la description. Je vous souhaite des bons investissements. Faites quand même attention à vos assureurs, choisissez bien les assureurs et choisissez bien les plateformes sur lesquelles vous investissez parce que c'est la jungle là dehors. Et si vous avez un doute, vous allez sur la communauté Finari. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite